En 2003, le boxeur professionnel et champion des poids lourds Mike Tyson a fait faillite avec 30 millions de dettes, alors qu'il avait accumulé plus de 300 millions au cours de sa carrière. Ce qui pose une grande question sur l'argent lui-même, car une grande partie de nos actions ou de nos motivations dans la vie ont un désir ou un besoin sous-jacent de l'acquérir. Mais à quoi ça sert de l'acquérir? Si le grand enjeu semble être notre capacité à le gérer. Nous avons désormais la dette de carte de crédit la plus élevée de l'histoire. Traduction, vous n'avez rien appris. La dette est un fardeau invisible qui pèse sur les plus vulnérables du pays. Bien entendu, ces statistiques reflètent celles du Royaume-Uni et des États-Unis. Mais réfléchissez un instant à votre propre attitude à l'égard de l'argent et à la manière dont l'argent existe. Qu'est-ce que l'argent pour vous? Semble-t-il entrer dans votre vie et repartir immédiatement une fois que vous l'avez? Cela vous a-t-il déjà placé dans une position vulnérable? Une vulnérabilité qui vous a rapproché d'un programme pour devenir riche rapidement ou d'un gourou vous disant que vous pouvez devenir riche si vous venez d'acheter leur cours. Bien que l'ensemble de ma chaîne vise à aborder ces sujets à un degré ou à un autre, je me rends compte que notre perception de l'argent est parfois plus cruciale que notre capacité à le générer, en particulier lorsque nos cerveaux sont programmés de telle manière qu'ils nous empêchent d'être financièrement viables. Sensible. Est-ce vraiment important si vous gagnez plus de 6 chiffres par an si à la fin de cette année, vous n'avez plus rien à montrer? Où est la déconnexion? Il est temps de résoudre ce mystère. Et pas seulement cela, mais explorer un meilleur cadre pour comprendre l'argent, un cadre couramment enseigné dans les finances personnelles, mais souvent manqué dans l'éducation formelle. Petite question, qu'est-ce que l'argent? Ou plutôt, que représente l'argent? Lorsque vous effectuez un achat sur Amazon, lorsque vous êtes payé pour votre temps de travail, quelle est l'importance de l'argent dans ces transactions? L'argent est communément défini comme un moyen d'échange, un instrument qui facilite la vente, l'achat ou l'échange de biens entre parties. Mais je ne pense pas que cela en dise beaucoup sur ce que représente réellement l'argent. Je pense qu'une meilleure façon de considérer l'argent est d'exprimer sa valeur. Vous donnez une certaine somme d'argent pour acheter quelque chose parce que vous percevez sa valeur pour vous, être équivalent au montant d'argent que vous avez remis. Bien entendu, le prix n'est souvent pas déterminé par vous en tant qu'individu, mais par le marché dans son ensemble. Mais concentrez-vous sur ce seul point. L'argent est égal à la valeur. Pourquoi est-ce si important? Parce que nous accordons souvent à l'argent une signification morale. Une citation que vous avez certainement entendue. L'argent est la racine de tous les maux. Nous regardons quelqu'un qui semble avoir une grande richesse et pensons qu'il a eu de la chance. De qui ont-ils profité pour arriver à ce poste? Qui a dû perdre pour gagner? Et jamais. Quelle valeur a été créée en retour? Afin de générer cet argent, comprendre que l'argent est simplement une valeur est le meilleur moyen de comprendre que l'argent n'est pas nécessairement mauvais et qu'il ne rend pas non plus une personne mauvaise. Bien sûr, il y a des choses comme les escrocs qui vous convainquent que ce qu'ils ont à vendre a de la valeur, mais cela ne dit pas grand-chose sur l'argent, plus encore que sur leur propre morale. L'argent ouvre simplement vos options et élargit vos horizons. Les choix que vous faites avec cet argent ont tout à voir avec vos propres dispositions morales. L'argent est donc une expression de valeur. Et maintenant, comment cela change-t-il? D'une personne vivant d'un chèque de paie à l'autre ou d'une personne qui est rongée par les dettes de carte de crédit. La simple mention de l'argent équivaut à des changements de valeur. Rien. Cela peut me faire voir l'argent sous un jour différent, mais quelle partie de cela constitue des conseils concrets? Pour répondre à cette question, je vais vous poster une autre question. Quel est votre rapport à l'argent? L'argent entrera dans votre vie et ce sera le KEA. Il s'agit d'une relation qui s'exprime souvent par vos revenus et dépenses. Une autre manière pratique d'exprimer cela, que j'aime particulièrement, est votre production versus votre consommation. La plupart du temps, l'argent entrera dans votre vie parce que vous aurez produit une certaine forme de valeur. Et pour la plupart d'entre nous, cette valeur prendra la forme d'un travail, d'un emploi. L'argent partira lorsque vous aurez consommé quelque chose. Un abonnement Netflix, une nouvelle voiture, une maison.
À bien des égards, nous pouvons considérer la valeur nette d'un individu comme une mesure permettant de déterminer sa relation entre la consommation et la production. Revenons maintenant aux statistiques que j'ai mentionnées au début de cette vidéo. Selon vous, quelle partie de la relation entre consommation et production est en cause ici? Considérez-vous un instant. Pensez à tout l'argent qui est entré et sorti dans votre vie. Quelle part de cela avez-vous encore en possession aujourd'hui ou investi dans une sorte d'actif? Et quelle partie de cette relation vous semble déséquilibrée ou doit être améliorée? La probabilité est les deux. Mais pour la plupart d'entre nous, le plus gros problème réside dans notre consommation. Vous vous souvenez de l'étude Career Builder qui a révélé que 78% des travailleurs américains vivaient d'un salaire à l'autre? Eh bien, l'étude a également révélé que parmi les travailleurs qui gagnaient 100 000 ou plus par an, 1 sur 10 vivait d'un chèque de paie à l'autre. On pourrait maintenant affirmer que quelqu'un qui gagne 6 chiffres par an aimerait peut-être gagner plus, mais lorsque vous recevez un salaire bien supérieur au salaire moyen et au coût de la vie, vous trouvez toujours un moyen de tout dépenser. Je dirais que votre relation avec la consommation doit être réglée avant même de considérer votre relation avec la production. Comme peut nous le montrer toute riche célébrité ayant déposé le bilan. La production ne veut rien dire quand on a un problème de consommation. Une course effrénée, une poursuite sans fin, autodestructrice ou inutile. Parfois, la course effrénée est confondue avec le fait de travailler de 9h à 17h. C'est une comparaison souvent utilisée par certaines personnes pour vous culpabiliser et leur acheter des programmes et des livres. Mais cela semble extrêmement injuste, principalement parce que cela vise à vilipender un travail et exclut le fait qu'il y ait ceux qui aiment leur travail, ou qui s'y sentent parfaitement bien, ou qui ont d'autres aspirations que leur 9 à 5. Une véritable course effrénée est celle où l'on vit avec un avantage financier, étant constamment à un chèque de paie du fauché. Le sentiment qu'au moment où l'argent entre dans votre vie, il disparaît immédiatement, et plus vous avez de responsabilités, plus cette relation devient dangereuse. La perte d'un emploi, un accident de santé inattendu ou quoi que ce soit. Toute circonstance inattendue peut bouleverser toute votre situation financière et considérez les conséquences mentales de vivre avec cet avantage financier. Votre travail ne devient plus une option. Cela devient une nécessité pour continuer à financer votre style de vie ou à continuer à rembourser vos dettes. Pour citer Tyler Durden de Fight Club, quel est le côté positif? Il n'est pas nécessaire que cela continue ainsi. Le premier tremplin dans les finances personnelles vous fera prendre conscience de votre relation avec l'argent. Cela se fait souvent en journalisant vos dépenses mensuelles, classées comme logement, transport, nourriture, services publics, divertissement, etc. Il s'agit de se comprendre. Mais cette partie est difficile. En finance comportementale, ce sentiment peut souvent être qualifié d'effet d'autruche, c'est-à-dire notre tendance à vouloir éviter les informations financières négatives. C'est ce sentiment que vous ressentez lorsque vous refusez de consulter votre compte bancaire après une soirée, craignant ce qu'il pourrait révéler. Et pourtant, une fois cette étape franchie, il est temps pour vous de reprendre le contrôle de votre comportement de consommateur. Cela implique souvent l'idée de budgétisation. Décidez chaque mois combien vous souhaitez dépenser pour chacune de ces catégories et respectez-le. Il s'agit d'examiner systématiquement ce que vous consommez et de trouver des moyens de minimiser ces choses pour finalement vivre en dessous de vos moyens. En d'autres termes, avoir un style de vie qui vous laisse suffisamment d'argent pour épargner et investir sous une forme ou une autre. Il est également important de noter qu'avant de décider d'investir, l'une des pratiques les plus courantes en matière de finances personnelles consiste à conserver un fonds d'urgence. Un montant spécifique d'épargne que vous conservez en CA d'urgence. Ce fonds contiendrait généralement 3 à 6 mois de dépenses. Cependant, l'idée de vivre en dessous de ces moyens est importante. Car pourquoi choisirions-nous de faire autrement? Pourquoi choisirions-nous de vivre un style de vie que nous ne pouvons pas nous permettre ou qui nous place dans une situation financière difficile? Je pourrais faire une vidéo entière sur nos biais cognitifs. L'effet autruche n'est qu'un des exemples qui peuvent affecter votre situation financière.
Il y a ensuite l'escompte hyperbolique, une tendance à privilégier les récompenses à court terme plutôt que les récompenses plus importantes à l'avenir. C'est vous qui choisissez d'acheter une nouvelle paire de chaussures au lieu d'économiser cet argent pour un investissement futur. Ou il y a une preuve sociale. Notre tendance à penser et à agir comme les autres autour de nous pensent et agissent. Lorsque les gens autour de vous achètent une chose, vous l'achetez aussi. Ou lorsque les gens autour de vous considèrent l'argent comme un moyen de faire le mal, vous supposerez probablement la même chose également. L'expression, dans la lignée des Jones, résume ce grand problème de la consommation. C'est une expression définie par Google comme « essayer d'imiter ou de ne pas se laisser distancer par ses voisins ». Ils achètent une nouvelle Porsche, vous en achetez une aussi. Ils ont de beaux vêtements, tu en as aussi. Ils rénovent leur maison, vous le faites aussi. Tout cela dans le but d'impressionner ou d'essayer de suivre les autres en raison d'une certaine forme de pression sociale. Seulement, dans le monde d'aujourd'hui, les Jones ne sont pas de véritables voisins. Ils sont bien plus présents que ça. Nous sommes tous vulnérables à l'approbation sociale. Nous nous soucions vraiment de ce que les autres pensent de nous. Mais le problème est que nous mesurons notre valeur par le nombre de personnes qui aiment ce que nous publions. Le gouverneur de la Banque du Canada l'a déclaré succinctement. Pour la plupart des Canadiens, l'endettement est une réalité, du moins à un moment donné. Pour être clair, je ne dis pas que l'achat d'un vêtement, d'un bijou ou d'une voiture de sport coûteux est une mauvaise chose. Je ne pense pas non plus que consommer soit une mauvaise chose. Le but de cette vidéo n'est pas de philosopher sur les répercussions d'une vision matérialiste du monde. Il s'agit de faire prendre conscience de qui vous êtes en tant que consommateur. Vous souciez-vous davantage d'avoir l'air d'avoir de l'argent ou d'avoir réellement de l'argent? La rat race ne consiste pas à travailler de 9h à 17h, mais à vivre sa vie à un tel point que cela signifie que vous courez après la prochaine chose. Qu'il s'agisse d'un salaire ou d'un bien matériel, de sorte que vos plus grands objectifs de vie et vos ambitions soient placés au second plan afin de continuer cette course. Un budget et la tenue d'un compte de vos dépenses se sont avérés à maintes reprises efficaces et vous sortent de cette course. C'est amusant de parler de gagner de l'argent ou d'imaginer avoir autant de richesses que possible, mais à quoi ça sert lorsque votre relation avec l'argent en tant que consommateur signifie tout perdre ou devoir travailler sans arrêt pour financer ce style de vie? C'est la véritable course effrénée. Mais cela étant dit, parlons de gagner de l'argent. Les chaînes de finances personnelles comme Graham Stephan ou Dave Ramsey sont idéales pour apprendre à travailler du côté consommation de l'équation. Mais s'il y a une chose dont j'aimerais qu'ils parlent davantage, ce serait leur capacité à gagner de l'argent. Et je comprends pourquoi ils ne le font pas. Il est plus facile de réduire vos dépenses et la quantité que vous consommez que d'augmenter vos revenus. Lorsque l'on s'adresse à un public de masse, donner les conseils qui fonctionneront pour la plupart des gens est généralement le meilleur choix. Nous voyons qu'il existe des communautés entières construites autour de la frugalité. La communauté des pompiers en est un exemple. Un mouvement qui adopte la stratégie de vivre extrêmement frugalement, d'épargner et d'investir le plus tôt possible, avec l'intention de prendre sa retraite le plus tôt possible. Les minimalistes partagent également une vision similaire à celle de la communauté du feu, bien que plus profondément ancrée dans des positions philosophiques sur le monde et le matérialisme en général. Des gens comme Graham Stephan ou Dave Ramsey promeuvent des stratégies qui s'inscrivent dans le spectre d'une vie frugale, d'économiser beaucoup d'argent et d'investir sur le long terme. Et il n'y a rien de mal en soi à cette stratégie. Cela fonctionne pour un plus large éventail de personnes avec des niveaux de revenus différents. Mais soyons honnêtes, Graham Stephan ne compte pas sur la réduction des coupons ou sur un mode de vie incroyablement frugal pour gagner entre 100 et 200 000 $ par mois grâce à YouTube, et Dave Ramsey ne compte pas non plus sur ces stratégies pour avoir une valeur nette estimée à 55 millions de $. 6 personnes utilisent un moyen de production à grande échelle. Dans ma vidéo, La vérité inédite sur l'argent, j'ai parlé de l'argent comme étant équivalent à votre valeur perçue sur le marché. Et le moyen le plus efficace d'augmenter votre valeur est de trouver un problème sur le marché, de créer une solution à ce problème et de vendre cette solution sur le marché à grande échelle. C'est la voie entrepreneuriale.
Une entreprise prospère à grande échelle est capable de produire une grande quantité de valeur pour une société, de sorte que votre côté production de l'équation croît de façon exponentielle par rapport à un emploi standard. Mais ce n'est pas une voie que tout le monde peut emprunter. Il s'agit de réfléchir à vos propres capacités et de déterminer si l'entrepreneuriat est le mieux adapté à votre orientation. Cela étant dit, l'augmentation de votre production ne doit pas nécessairement découler de la définition stricte d'une entreprise. Graham Stephan utilise YouTube comme moyen de produire quelque chose. Dans ce cas, CI, des vidéos sur les finances personnelles à grande échelle. C'est également l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de créer des vidéos sur YouTube. C'est un moyen de produire quelque chose. Dans ce cas, CI, du contenu de style documentaire. Styliser des vidéos à grande échelle à un point tel que je peux désormais le faire à plein temps et créer une entreprise autour de cela. Produire consiste à fournir une valeur relative au marché sous une forme ou une autre. J'ai utilisé mes compétences d'acteur, de narration et de montage vidéo pour créer des vidéos que j'espère être quelque peu divertissantes et éducatives. Et heureusement, le marché a répondu positivement. Votre forme de production consiste peut-être à développer une application ou un logiciel qui résout un problème. Vous pensez que le marché paierait pour sa solution, ou peut-être pour une marque de fitness extrêmement bien connue, et utilise sa communauté mieux que la plupart des autres marques de fitness, comme c'est, je crois, le CAS de Ben Francis et de ceux qu'il a fait avec Gymshark. Pour la plupart des gens, le travail sous la forme d'un emploi standard de 9 à 5 sera leur moyen de production. Mais cela ne veut pas dire que votre capacité à produire s'arrête là. Se comprendre en tant que producteur, c'est comprendre les moyens par lesquels vous pouvez produire de la valeur sur le marché. Si vous pouvez produire de la valeur à grande échelle, cela signifie alors gagner de l'argent à grande échelle. Heureusement, Internet nous a fourni de nombreuses opportunités de produire quelque chose et de le commercialiser. Si le marché veut réellement ce que vous avez produit, cela ne peut être déterminé qu'une fois que vous avez publié ce que vous avez produit. Donc, pour résumer, il est d'abord important de vous sensibiliser en tant que consommateur, de comprendre ce que vous achetez et pourquoi vous achetez en journalisant votre consommation, puis de vous donner un budget pour gérer et contrôler cette consommation. Produire devient alors une question de maximiser la quantité de valeur que vous pouvez apporter à la société par le biais d'un emploi, d'une entreprise ou d'un autre moyen de production. C'est un cadre qui m'a beaucoup aidé, tout comme je suis sûr qu'il a aidé d'innombrables autres personnes qui y ont investi. Par exemple, nous ne parlons plus seulement de sushi. C'est vrai, c'est substantiel. Ouais, et puis, pour passer de ça à ça, se concentrer. B. Mes amis, avant de quitter la vidéo, je veux dire une chose. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. Le fait que vous regardiez jusqu'à présent est, espérons-le, la preuve que je vous ai apporté une certaine valeur d'une manière ou d'une autre, alors assurez-vous d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Et si vous souhaitez voir plus de vidéos sur les sujets des affaires, de l'argent, de la finance en général, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Maintenant, pour moi personnellement, c'est la combinaison de ce que je sais sur les finances personnelles et l'entrepreneuriat qui m'a vraiment le plus aidé. Et comme je l'ai mentionné, cette chaîne YouTube était l'un des moyens par lesquels je savais que je pouvais le faire. Produire une sorte de valeur sur le marché à grande échelle. Si vous souhaitez approfondir vos lectures sur ces sujets, si cela vous intéresse, il existe 2 très bons livres sur des sujets liés aux finances personnelles. Le millionnaire d'à côté et votre argent ou votre vie. Ce sont de très bons livres sur les finances personnelles. Et bien sûr, si vous me connaissez, vous savez que j'aime vraiment le travail de MJ DeMarco. Alors jetez-y un œil si vous voulez également voir le côté entrepreneuriat. Mais cela étant dit, mes amis, j'espère que vous passerez un merveilleux reste de la journée.